Bienvenue dans AfriConnect. La vague de coups d'État militaires en Afrique francophone marque peut-être un réveil, voire une révolution, mais surtout, elle signe un recul de la France dans ses anciennes colonies sur le continent. Coup de force militaire au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Gabon. Et à chaque fois, l'arrivée des militaires au pouvoir a globalement été perçue par les populations comme une forme de libération. Il faut aussi y ajouter des tensions diplomatiques entre la France et plusieurs autres pays du continent, le Maroc, mais également la Tunisie et même l'Algérie. Alors, y a-t-il une faillite de la France en Afrique? On en débat tout de suite avec nos invités. Bonjour Sedi Kaba. Vous êtes journaliste et écrivain, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Bonjour. Et bonjour également à vous, Yves Ekwe Amezo. Vous êtes le directeur du think tank Afrocentricity. Merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en français. Bonjour à vous, bonjour à Monsieur Sédic. Alors, pour commencer, ce serait intéressant de faire un état des lieux de la situation de la France en Afrique. Justement, les sénateurs français se sont penchés sur cet état des lieux. Les sénateurs, plus précisément LR, Roger Karoutchi, Bruno Retailleau et Christian Cambon, ont adressé une lettre ouverte au président de la République française, une lettre signée d'ailleurs par 94 parlementaires issus de tous bords politiques. Objectif, corriger la politique de la France en Afrique. Regardez. Monsieur le Président de la République, nous ne sommes pas des nostalgiques de Savorgnan de Praza, nous ne rêvons pas de l'Afrique occidentale française ou de l'Afrique équatoriale française. Nous savons que l'ère Foccart est totalement révolue. Mais nous ne comprenons pas l'évolution de la politique française en Afrique, tant sur le plan militaire que sur la notion de co-développement ou sur la coopération culturelle et linguistique. Aujourd'hui, la France-Afrique d'hier est remplacée par la Russe-Afrique militaire, par la Chine-Afrique économique ou l'Amérique-Afrique diplomatique. Et que dire malheureusement de la récréation de la francophonie par rapport à la langue anglaise. Alors, que pensez-vous de ce constat des parlementaires français? Est-ce que c'est conforme à la réalité ou pas du tout, ou au contraire, c'est un constat biaisé? Est-ce qu'ils ont raison finalement d'évoquer la France-Afrique d'hier et de mettre au même niveau la Russe-Afrique, la Chine-Afrique et même l'Amérique-Afrique, Sedi Kaba? Donc, l'Afrique est devenue une terre de compétition, mais le logiciel de la diplomatie française est resté le logiciel de l'ancien temps, celui du précaré, où on pensait qu'on pouvait toujours continuer à faire ce que l'on veut, où on peut bâtir une relation verticale avec les anciennes colonies. On leur dicte la volonté et ils acceptent. Tout cela a changé. Et à mon avis, la France n'a pas su percevoir ce changement et n'a pas su adapter son logiciel. C'est pour cette raison qu'on se retrouve aujourd'hui avec les différentes crises que vous avez évoquées. Et vous savez, en plus de la lettre, il y a aujourd'hui une mission d'information de l'Assemblée nationale française sur ses relations avec l'Afrique. Plusieurs personnes indépendantes, dont moi-même, avions été auditionnées par cette mission pour savoir ce qu'il faut changer. Et nous avons dit ce que nous avons à dire. Je ne sais pas maintenant si les gens vont avoir l'humilité d'écouter ce que nous avons dit, mais en tout cas, il y a aujourd'hui manifestement une crise de la diplomatie française en Afrique. Yves Kwame-Mezo, dans cette lettre des parlementaires adressée à Emmanuel Macron, la France-Afrique d'hier est évoquée. Est-ce que c'est ce qui convient finalement de parler de la France-Afrique d'hier et de mettre, comme je le disais, au même niveau la Russe-Afrique, la Chine-Afrique, l'Amérique-Afrique? Est-ce que vous avez le sentiment finalement que les parlementaires ont saisi les enjeux, les réalités du continent africain? Écoutez, les parlementaires français, je pense qu'ils ont deux problèmes. Il y a d'abord un problème interne de démocratie. Vous savez que tout ce qui concerne les affaires étrangères est une affaire présidentielle. Et comme l'a dit Monsieur Sedi Kaba, c'est quand même vertical. Et donc c'est l'ancien système. Donc ils ont bien eu raison de faire et de rappeler comment la France a fonctionné, essentiellement en Afrique francophone et pas que, de cette façon-là, qui peut se rappeler la France-Afrique ou toutes les formes, disons, de partenariat non respectueux de l'autre. Ça, c'est la partie démocratique. Parce que si les parlementaires s'élèvent, c'est aussi qu'ils n'ont pas eu droit au chapitre. Donc, il y a un problème interne. Puis, il y a un problème externe, international. Moi, j'ai travaillé beaucoup à l'international et donc,
Là, je suis tout à fait d'accord avec M. Sidi Kaba. Mais par contre, quand il dit qu'ils n'ont pas su, moi, je vais plus sévère. Je pense qu'ils n'ont pas voulu. Il y a des rapports officiels de l'Union européenne qui ont proposé un nouveau partenariat. Je fais partie d'un certain nombre d'experts où on travaille dessus. Donc, ils sont au courant, la présidence française est au courant depuis le début de la mandature de M. Macron. Donc, les deux erreurs, ne pas avoir associé les parlementaires qui représentent le peuple français, et deux, ne pas avoir écouté l'Union européenne, notamment les parlements européens, pose problème. Maintenant, sur l'international en général, essayer de mettre au même niveau les formes de relations qui sont en train de se faire, ça n'a pas de sens, puisqu'on est en compétition. Donc, quand on est en compétition, dès lors que la valeur de ce que vous offrez est acceptable pour le partenaire, vous êtes sélectionné. Alors, ce qui est certain, pour prendre l'exemple du Sahel, puisque c'est l'actualité, mais aussi l'exemple du Gabon plus récemment, les coups d'État sont salués par les populations, par la jeunesse. Dans quelle mesure, Sidi Kaba, cela reflète une faillite politique de la France? Il y a deuxièmement le contexte. La responsabilité de la France, à mon avis, c'est d'avoir souvent, y compris pendant la période actuelle, s'être accoquiné avec des régimes en place. C'est-à-dire que la France, tant que ses intérêts sont préservés au Niger, au Cameroun, au Gabon, elle ferme les yeux sur les éléments dont je viens de parler. Pour être très précis, au Sahel, par exemple, vous savez que la France a bien connaissance, en tout cas plus que nous-mêmes, de la gestion chaotique pendant les années du président Ibrahim Boubacar Keïta, qu'elle a soutenu au premier mandat et au second mandat. Entre 2012 et 2017, c'est environ 1 milliard de dollars, 1 milliard d'euros pour être précis, c'est plus que 1 milliard d'euros, qui a pris une destination inconnue, qui a été détournée. La France savait, elle n'a rien fait. Donc, je donne cet exemple pour illustrer justement l'aveuglement dont la France a pu faire preuve et qui a conduit à ce type de coup d'État. Ça, c'est une responsabilité importante. La deuxième chose, à mon avis, qu'on peut constater, c'est que la France n'a pas vu venir les coups d'État. Malheureusement, ça, c'est, je ne sais pas quelles conséquences il faudra en tirer, mais que ce soit au Mali, au premier coup d'État contre Ibeka, que ce soit au Niger, le 26 juillet, que ce soit au Gabon, début août, la France n'a pas pu. Et pourquoi elle n'a pas vu venir ces coups d'État? Elle les a pas. C'est prévisible. Parce que. Il y a une société civile, il y a une jeunesse très active. Parce que les diplomates, la diplomatie à l'ancienne, qui était une diplomatie du contact humain, qui amenait les diplomates à aller parler à la société civile, à aller parler à la population, prendre le pouls, cette diplomatie a disparu. Maintenant, il y a des diplomates qui lisent la revue de presse dans leur ambassade, qui regardent les réseaux sociaux, qui ne sont plus en contact avec la population. Ça ne leur permet pas d'avoir les pouls, y compris pour les services de renseignement. Le renseignement humain qui permettait d'aller au contact de la population a été remplacé par le renseignement technique avec des écoutes et des satellites. Et tout ça, mis ensemble, explique aujourd'hui pourquoi la France n'a pas pu venir ce coup d'État. Et à mon avis, même si elle n'a pas de responsabilité directe, le fait qu'elle ait soutenu des régimes qui par la suite ont été vomis et le fait qu'elle-même n'ait pas eu à anticiper le coup d'État explique aujourd'hui une partie de rejet qu'elle suscite chaque fois qu'il y a un coup d'État, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali ou au Niger. Alors, Yves Ekoamezo, c'est vrai, ce qui est considéré comme une régression, les coups d'État par la France, les États-Unis, les pays européens, ce n'est pas du tout ainsi que les populations perçoivent justement l'arrivée des militaires au pouvoir. On parlait de libération. Et comment vous expliquez-vous cette déconnexion? Est-ce qu'il y a une méconnaissance des réalités du continent, à votre avis? Les coups d'État sont des instruments. Personne ne peut être d'accord avec le fait qu'on intervienne militairement pour mettre en cause les institutions démocratiques. Ce qui se passe, c'est que les issues qui permettaient de sortir démocratiquement et pacifiquement n'ont pas été soutenues, d'ailleurs, ni par la France, ni par les institutions africaines, la CEDEAO, l'Union africaine, voire même plus largement l'ONU. Donc, à partir de ce moment, il fallait bien trouver une porte de sortie. Donc, les coups d'État sont, en guillemets, venus remplacer cela. Maintenant, sur les coups d'État, il faut qu'on fasse aussi très attention. Tous les coups d'État ne sont pas que des coups d'État venus de l'intérieur. Il y a des coups d'État aussi instrumentalisés
qui viennent aussi de l'extérieur. On va voir à la pratique ce que vont faire les différents militaires dans les différents pays. Mais nous avons vu qu'il y a des coups d'État qui peuvent être des contre-coups d'État. C'est-à-dire qu'on les fait en avance pour s'assurer que le vrai, entre guillemets, coup d'État pour ce que j'appelle la souveraineté n'arrive pas. Donc moi, mon sujet, et le vrai, c'est la souveraineté. Sauf qu'on est dans des pays où la puissance militaire n'est pas là, l'influence n'est pas là, la diplomatique n'étant pas là, donc on va chercher des alliés. D'où toute cette relation avec chercher ailleurs, dans les pays du BRICS, que ce soit la Chine, la Russie, la Turquie ou bien d'autres, ou tout simplement avec des partenaires en interne, ce que essayent de faire le Mali, le Burkina et le Niger. Vous voyez, tous ces éléments, on peut les régler par la négociation et la diplomatie. Malheureusement, c'est pour ça que je viens sur le fait, la France n'en a pas voulu. C'est pas qu'elle n'a pas su. Elle est trop informée. Ils ont une plus grande espace diplomatique dans le monde qui fonctionne très bien, mais elle n'a ni écouté les diplomates, j'en connais beaucoup, elle n'a ni écouté les dirigeants africains, encore moins l'Union africaine, et elle n'a surtout pas écouté la société civile. Et écoutez, il faut revenir au discours de M. Macron au Burkina Faso. On ne tire pas les oreilles d'un président, on ne dit pas qu'un président est censé aller nettoyer la climatisation, et voilà, on ne crée pas l'humiliation d'un président qui, quelle que soit la position de chacun, finalement représente l'Africain. Et donc, cette humiliation-là, les gens veulent se venger. Il ne faut pas se faire des idées dessus. Donc, on ne peut régler ce problème que par la négociation. C'est Kaba, tout à l'heure, vous faisiez allusion aux connivences que l'État français a pu entretenir avec les gouvernements qui étaient en place dans ces anciennes colonies. Est-ce qu'il y a eu quand même des signes de rupture avec l'héritage post-colonial du discours de la Baule de François Mitterrand à celui justement d'Emmanuel Macron à Ouagadougou, et puis on s'en souvient à Montpellier aussi lors du dernier sommet Afrique-France? Les gens sont aujourd'hui dans une posture où ils ne peuvent pas accepter ce qui a été accepté il y a quelques années. Et je prends un exemple. Lorsque le président Macron avait annoncé en novembre 2019 à Bruxelles qu'il réunissait l'ensemble de ses homologues du G5 Sahel, sans même les avoir informés par quelque canal que ce soit, vous avez vu, la fronde est venue, non pas des chefs d'État, mais de la population, des jeunes qui ont dit vous n'êtes pas des sous-préfets, vous n'allez pas à cette convocation. Donc, la France aussi a perçu qu'il y a une volonté de changement, une volonté d'évolution, et a posé un certain nombre d'actes, même si elle n'est pas allée jusqu'au bout. À mon avis, par exemple, la question de la restitution des biens culturels africains est une évolution. Il faut aussi dire que la volonté, même si on n'est pas allé jusqu'au bout, d'introduire une rénovation dans le franc CFA avec une gouvernance moins française dans les instances de décision des banques centrales d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. D'autres actions qui ont été posées qui traduisent une volonté de faire évoluer les choses. Mais comme cette volonté n'est pas allée jusqu'au bout, la France a été très vite rattrapée par... Alors justement, vous dites que cette volonté n'est pas allée jusqu'au bout en matière de restitution des biens culturels, mais surtout de la réforme du franc CFA, Iveco Amezo. Est-ce que derrière cette volonté, il y a une vraie sincérité pour justement renouveler la relation Afrique-France? Vous savez, la notion de souveraineté a besoin de deux piliers. Le pilier territorial et militaire, dont vous devez contrôler votre espace, et le pilier monétaire, bancaire, financier. Ces deux piliers, pour voir les soi-disant actions que la France a tenté de faire, ne sont pas sincères. Ne sont pas sincères. Je donne deux exemples très pratiques puisque je suis dans l'opération. Quand les images satellitaires que vous donnez d'un pays, le Mali pour ne pas le citer, ou le Niger, démontrent que les richesses de ce pays au sous-sol sont, disons, minimales pour faire simple, et que d'autres, justement, dû à la compétition, la concurrence, les images satellitaires venant d'ailleurs, vous découvrez que non seulement vous avez des richesses, mais vous avez des possibilités de les exploiter de plusieurs manières tout en respectant l'environnement. On pose un problème de la sincérité et de la confiance. Voici pour le territoire. Pour ce qui est de la monnaie, vous ne pouvez pas dire qu'une monnaie qui n'est pas convertible, le franc CFA n'est pas convertible. Elle n'est pas convertible à l'extérieur. Vous devez demander l'autorisation de la France, même si elle est tacite pour le moment, pour changer en euros et demain dans une autre devise. Vous ne pouvez pas le changer entre nous-mêmes, Comores, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, sauf si vous payez des commissions exagérées.
Dans les deux cas, vous êtes bloqués. C'est un paradoxe dans un monde où nous allons vers des grands ensembles. C'est un paradoxe pour la France qui voulait une sorte de précaré large. Elle aurait pu être précurseur. Monsieur le président de Gaulle l'avait vu, un large ensemble francophone. Malheureusement, ils n'ont pas suivi cette ligne-là. Et je ne pense pas que ce soit le fait de ne pas avoir compris. Seydi Kaba, le partenariat Afrique-France, justement, dans le domaine économique notamment, est-ce que c'est un partenariat qui n'est pas entaché parce que derrière l'ambition finalement de vouloir établir une relation dite win-win, la France, elle maintient des conditionnalités lorsqu'il s'agit d'aider ses partenaires africains et puis elle suspend aussi son aide, on l'a vu là, au gré des coups d'État. Oui, ça je pense que d'abord c'est une erreur pour la France elle-même, puisque le discours officiel à Paris, c'est qu'on n'est pas contre le peuple du Mali, on n'est pas contre le peuple du Niger, on n'est pas contre le peuple du Burkina, mais on est contre la junte. Si on défend un type de discours comme celui-là, on ne peut pas suspendre systématiquement toute la coopération qui profite à la ménagère de Bamako ou qui profite aux paysans de Niamey. Et si on suspend cette coopération, je ne suis pas sûr qu'on punisse Tchani ni Goïta, on punit la population. Donc, de cette façon, la suspension de la coopération tout azimut, au gré comme ça, de l'humeur de l'Élysée ou du Quai d'Orsay, me paraît être contre-productif pour la France elle-même. Maintenant, s'agissant de partenariat, en dépit des discours officiels qui ont été faits, il y a dans le partenariat économique, bien sûr, entre la France et ses anciennes colonies, une dimension verticale qui n'est pas encore win-win. Il a été rappelé la question de l'uranium et aujourd'hui, il y a tout un débat qui est malheureusement biaisé, comme souvent ici, sur l'importance de l'uranium du Niger pour la France. L'uranium du Niger est important pour la France et on ne peut pas mettre le Niger dans le même cas de figure que le Canada et le Kazakhstan qui vendent l'uranium à la France. Parce qu'au Niger, la France est vendeur et acheteur. Les deux mines d'uranium qu'il y a au Niger, la Somaï et la Cominac, ont pour actionnaire Orano. Donc, si la France achète Et Seydi Kaba, alors je précise que vous êtes un journaliste nigérien, hein, c'est votre pays, le Niger. Oui, on entend le discours contraire hein, du côté de la France, justement. oui, mais c'est le discours. Pas besoin de l'uranium du Niger. Moi, je ne parle pas en tant que Nigérien, mais je parle en tant que quelqu'un qui a travaillé sur la matière et qui a les chiffres entre les mains. Moi, j'ai les chiffres de l'exploitation de l'uranium depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui et je ne demande qu'à être confronté avec ceux qui disent le contraire de ce que moi je viens de dire. Vous prenez le Canada, la France achète de l'uranium au Canada. Au Kazakhstan, la France achète de l'uranium au Kazakhstan. Au Niger, la France est vendeur et acheteur, ce qui n'est pas le cas des autres pays. En plus de ça, c'est-à-dire, ce que les gens ne savent pas, aujourd'hui, la société minière, la seule qui existe, la Somaï, la société minière de l'Aïr, Orano est actionnaire dedans. C'est-à-dire que si la France achète une partie de l'argent de l'achat, revient encore à la France par le biais de Orano. Ça, on ne le dit pas et vous ne l'entendrez nulle part. Donc, il faut expliquer aux gens tous ces enjeux. Et dans cette société, il faut prendre garde à penser que le Niger à 50% et Orano à 50%. Non, Orano est actionnaire majoritaire de cette situation, le Niger est actionnaire minoritaire. Donc, il faut avoir tous ces enjeux lorsqu'on parle de partenariat. Et à mon avis, aujourd'hui, et ça, au-delà du cas du Niger, je pense qu'il y a une volonté qui remonte dans les sociétés civiles, qui est portée par la société civile africaine et par la jeunesse. Et à mon avis, c'est ça qui est important. Une volonté d'imposer un partenariat qui soit utile, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit d'autres acteurs. Ce que la jeunesse africaine veut aujourd'hui, c'est que le partenariat soit gagnant-gagnant, ce qu'il n'a pas été par le passé avec la France. Alors, il y a une autre question importante, c'est la présence militaire française. Elle est au cœur des débats aujourd'hui, notamment avec les événements au Niger, mais c'est aussi le cas pour le Gabon. Hein, avec le coup d'État récent au Gabon, la France a suspendu sa coopération militaire. Est-ce que, Yves Ekoamezot, on évoque une faillite politique de la France en Afrique, mais est-ce qu'il faut aussi parler d'une faillite militaire et voire même sécuritaire pour la France? Écoutez, vous parlez à un économiste, hein, donc un État, surtout un État occidental, n'est pas en faillite. Disons qu'ils ont une période dans laquelle ils n'ont pas fait attention sur comment fonctionne un monde multipolaire et dans lequel, sur des bases d'être un tout petit peu têtu, on ne veut pas prendre au sérieux les Africains, les dirigeants africains.
y compris le patronat, parce que je travaille aussi le patronat africain. Maintenant, sur votre question sur le fond, il n'y a pas faillite en soi. Il y a un problème simple. Que vous parliez du Gabon ou du Niger ou tous les autres pays, moi, je suis allé comparer avec ce qu'ont fait l'Amérique latine quand ils ont plus ou moins enlevé de dessus de leur joue le poids des Américains, malgré tout ce que la CIA peut faire là-bas. Eh bien, c'est passé par la nationalisation. Regardez ce que M. Sédic vient de vous dire. En tant qu'économiste, et pour un pays, vous ne pouvez pas parler de souveraineté si ce qui vous appartient en termes de propriété juridique appartient à quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre décide du prix de la vente et décide de la destination de la vente. Alors que si vous êtes souverain, c'est vous non seulement qui décidez du prix, mais aussi des destinations. C'est-à-dire, vous pouvez aussi faire des sanctions. C'est-à-dire que si on ne met plus cet uranium à la disposition de la France, cet hiver, excusez-moi, mais beaucoup devront prendre leur couverture. Et puisqu'ils sont tous dans l'écologie qui ne veut plus couper le bois, on aura froid. C'est ça que ça veut dire. Il faut que le Français et les parlementaires le sachent. Et donc, s'ils ne veulent pas qu'il y ait une nationalisation, parce qu'ils vont radicaliser certains militaires et certains membres de la jeunesse, il ferait mieux, je le dis encore une fois, de négocier et de négocier sur des bases gagnant-gagnant. Parce que les Africains n'ont jamais fait du mal dans le monde, collectivement ou souvent individuellement. Il faut se rappeler cela. Hein. Les agresseurs n'ont pas été juste sur la présence militaire française, Seydi Kaba, alors, la présence, avec le départ de Barkhane du Mali, la contestation face à cette présence militaire, notamment française au Sahel, on s'est rappelé que la France dispose également de bases militaires permanentes dans plusieurs pays. C'est le cas à Djibouti, au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Bon, on peut y ajouter les bases au Tchad et au Niger. Quelle est l'utilité de ces bases permanentes, Seydi Kaba? Non, elles n'ont aucune utilité. Vraiment, pour vous parler franchement, ces bases n'ont plus aucune utilité. C'est un anachronisme parce que le Sénégal n'a pas besoin de la base militaire française pour se protéger. La Côte d'Ivoire, le Bima, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin ni au Gabon. Ces bases ont une histoire. À l'époque de la France-Afrique, au plus fort de ce qu'on appelle la France-Afrique, le président Léon-Mba a eu besoin de la présence militaire française pour se protéger de sa propre armée. Et on sait que la France avait fait le contre-coup d'État pour rétablir Léon-Mba dans ses fonctions lorsqu'il y a eu une tentative de coup d'État. Félix Houphouët-Boigny avait besoin de sa base pour être protégé, lui aussi. Donc, il y a une dimension historique qui, aujourd'hui, n'a plus aucune justification sur le plan de l'efficacité, en tout cas. Les bases françaises n'ont pas, je pense que la France elle-même a commencé à réfléchir puisque les dimensions, il y avait une base en Centrafrique, elle a été démantelée, il y avait d'autres bases et les bases qui existent encore permanentes, on a presque revu la voiture aujourd'hui, elles ont une présence assez symbolique. L'autre présence militaire au Sahel, là, c'est l'objet d'un grand débat. Moi-même, j'ai écrit le livre Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, pour justement expliquer qu'il n'y a pas eu de vraie valeur ajoutée de la présence militaire. Et parce que si vous regardez, et ce n'est pas de l'idéologie, si vous regardez, lorsque l'intervention militaire a commencé en 2013 au Sahel, il n'y avait que 20% du territoire malien qui était sous la menace des groupes armés. Aujourd'hui, c'est 90% du Mali et la menace s'est exportée au Niger, s'est exportée au Tchad, s'est exportée au Burkina Faso. Elle menace même de descendre dans les pays du Golfe de Guinée, puisque le Togo a été attaqué plusieurs fois, le Bénin a été attaqué. Donc, du point de vue de l'efficacité territoriale, en tout cas, on n'a pas réussi à contenir la menace et on n'a pas trouvé de valeur ajoutée parce que, entre autres raisons, on a considéré que le défi sécuritaire au Sahel était une question militaire et sécuritaire, ce qu'il n'est pas en réalité. C'est sans doute une question militaire et sécuritaire, mais c'est aussi une question de développement. On va regarder ce tweet du président de la transition du Mali qui a annoncé la création d'une alliance des États du Sahel. J'ai signé ce jour avec les chefs d'État du Burkina Faso et du Niger la charte du Liptako Gourma, instituant l'Alliance des États du Sahel, ayant pour objectif d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle au bénéfice de nos populations. Alors, Iveco Amizo,
la création de cette alliance des États du Sahel? Est-ce que c'est la conséquence finalement de l'échec d'une coopération inclusive? Parce que c'est vrai, il y avait Barkhane, mais il y avait aussi le G5 Sahel, il y a aussi le G5 Sahel, dont le Mali n'est plus membre, mais il y a aussi la MINUSMA qui quitte le Mali, la Takuba, cette force européenne, beaucoup finalement d'organisations de présence, d'entités présentes sur le territoire sahélien. Et au final, est-ce qu'il y a eu réellement une coopération suffisamment inclusive au bénéfice des populations? La réponse est non. Et la réponse remonte aux accords secrets de défense qui doivent être dénoncés si on cherche la souveraineté. Si on ne le cherche pas, c'est autre chose. La deuxième chose, quand vous dites les bases militaires, il n'y a pas que la France. Les États-Unis sont là et bien d'autres, beaucoup plus cachés. Il y a deux aspects des bases militaires. Soit vous les faites tous venir, c'est le cas de Djibouti que vous avez cité, et là ils sont en compétition. Soit vous les mettez tous dehors, gentiment, et vous organisez votre propre sécurité territoriale et militaire. Entre les deux, vous avez plusieurs formules. Maintenant, la réalité, c'est quoi? C'est que ces bases militaires, ou ces militaires généralement venus de l'étranger, ils servaient plus à protéger les chefs d'État. Et donc, les soi-disant sous-préfets africains, noirs, qui, en fait, n'étaient pas nécessairement des gens qui mettaient en priorité les intérêts des populations et des peuples, mais plutôt celui de l'étranger pour pouvoir conserver le pouvoir. C'est cette logique qui a sauté aujourd'hui. Parce qu'en fait, la France n'a pas pu défendre ceux qui étaient au pouvoir, les coups d'État au Guinée, au IBK le premier, etc. C'est tous les gens, au fond, qui soutenaient la France. Et ils ont été, entre guillemets, lâchés, le Gabon. Et donc, à partir de ce moment, il y a une nouvelle réflexion qui se fait même au niveau de ce qu'on appelle le syndicat des chefs d'État, qui se pose la question, mais finalement, si on ne nous soutient pas et que finalement nous voulons aussi le bien de notre population, pourquoi ne pas revoir toute cette histoire? Et donc, il y a des tentatives actuellement de penser à des gouvernements d'union nationale, de remettre un peu les cartes en jeu. Bon, vous voyez, il y a tout ce mouvement en place. Mais je reviens à la base. Il faut d'abord stopper ces accords secrets, qu'ils soient financiers ou militaires. Il faut revoir, si on n'a pas suffisamment de présence militaire à ce moment-là et qu'on en a besoin, notamment contre les terroristes, il faut encore discuter qui est terroriste et qui ne l'est pas. Il faudrait voir avec qui on fait le partenariat. Et celui avec qui on fait le partenariat, il ne faut pas non plus qu'il vienne remplacer ce que la France a fait jusqu'à maintenant. Puis il y a aussi la politique de suspension des aides, on en a parlé, et suspension des visas aussi. On a vu récemment que le Maroc, par exemple, n'avait pas donné suite aux propositions françaises d'aider le royaume chérifien touché par un terrible séisme, Seydi Kaba. Comment vous analysez-vous la posture française sur le plan diplomatique? Vous savez, pour rester sur le chapitre du Niger, lorsque en novembre 2021, l'armée française, manifestement, il y a eu une confrontation à Terra, dans le nord-ouest, avec un convoi de Barkhane qui voulait traverser. 3 jeunes Nigériens ont été tués et les calibres qui ont été utilisés ne sont pas manifestement des calibres nigériens. Le président Bazoum, qui est un allié de la France, avait dit « Nous allons faire une enquête ». Et le lendemain, la ministre française des Affaires étrangères a dit que l'enquête est finie, il n'y aura pas d'enquête. Donc, vous voyez, on peut multiplier plusieurs exemples. Sur les couacs au niveau diplomatique, rapidement, pour conclure, Yves. La France, je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas utiliser en fait la diaspora africaine. Parce que nous avons cette double culture. Et donc, comme un président français, Sarkozy, avait dit que les Africains ne sont pas rentrés dans l'histoire, moi j'ai l'impression que c'est M. Macron qui n'est pas rentré dans l'histoire des Africains. Il va falloir qu'il cesse de traiter avec les chefs d'État, mais qu'il traite avec les Africains ou les représentants des Africains. Et ceux-là, ils sont libres et ils cherchent leur souveraineté. Ils n'ont rien contre le peuple français. Ils n'ont rien contre les parlementaires français. Ils ont un problème avec un mode de fonctionnement vexatoire, humiliant et qu'il ne peut pas accepter dans une civilisation de la solidarité qui est l'Afrique. Merci, merci beaucoup à tous les deux. Merci Seydi Kaba et merci à Iveco Amizo pour vos analyses précieuses. Merci à vous. Au revoir. Merci. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée à Cédric. Au revoir. À bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro d'AfriConnect sur RT en français.